Et maintenant Christian Mazet, qui lui va nous parler de la collection du vicomte Beugnot, de la vente au contexte, la collection d'antiquités et l'activité archéologique de Gustave Adolphe Beugnot, 1799-1861. C'est aussi un personnage extrêmement important, toujours dans les mêmes années, puisqu'on est juste après la vente Magnoncourt. On a une circulation extrêmement intense à cette époque. Alors Christian a fait des études à l'école du Louvre et il est actuellement doctorant en archéologie méditerranéenne à l'école pratique des hautes études. Il a cette particularité de travailler à la fois sur les périodes hautes, le haut archaïsme et l'archaïsme grec, pour son doctorat sur l'iconographie des êtres hybrides féminins. Et puis d'être aussi un excellent connaisseur justement du collectionnisme et des ventes du 19e siècle. Il a énormément apporté au programme, je crois que je peux le dire, non seulement en alimentant la base de données, mais aussi grâce à des recherches qui produisent des choses beaucoup plus intéressantes et des pistes de réflexion beaucoup plus denses. Il a également particulièrement travaillé sur le personnage d'Antoine Vivenel, sur lequel il a publié des articles, et il a également publié le catalogue de la collection raisonnée de la collection, le catalogue raisonné de la collection Vivenel du musée Antoine Vivenel de Compiègne. Donc, à toi. Merci Martine. Donc oui, on va s'intéresser maintenant à une autre vente très importante de cette première moitié du 19e siècle, la vente Beugnot. Donc du 5 au 13 mai 1840, a lieu à Paris, sous le marteau du commissaire-priseur Bonnefond de la Viale, la vente de la collection d'antiquités du vicomte Beugnot. L'avertissement du catalogue, rédigé par Jean de Witte, indique que la collection a été formée par un amateur distingué et plein de goût pendant des voyages et des séjours faits dans le Levant, et particulièrement en Italie, et que des vases et des bronzes choisis dans les musées d'Urran et de Canino sont venus accroître encore dans ces derniers temps cette suite déjà si remarquable à tous égards. Tel était l'état des connaissances il y a quelques années sur cette collection. On ne connaissait pas le nom exact de ce vicomte Beugnot et quelles modalités précises, à l'exception de ses mentions de ses voyages au Levant et en Italie et de ses acquisitions lors des ventes Durand et Canino, avaient conditionné la constitution de son cabinet. Ni pour quelles raisons d'ailleurs il l'avait vendu. Les cahiers Plahotine avaient déjà permis, pour ceux qui les consultaient, l'identification de nombreux vases grecs et italiotes de la vente dans quelques collections françaises et étrangères. Si les descriptions des objets du catalogue de vente nous apprennent que certaines pièces de la collection proviennent d'Égypte, de Grèce et d'Italie, et notamment du Latium et de l'Étrurie, les recherches menées depuis 2011 à l'INHA dans les minutes des commissaires-priseurs, aux archives de la ville de Paris, et ce conjointement au dépouillement des catalogues de vente, sont venus rééclairer la biographie de certaines œuvres achetées à la vente Durand de 1836 et aux ventes Canino de 1837 et 1840, et la dispersion de cet exceptionnel cabinet d'antiquités. Dans la vente Beugnot de 1840, on compte plus de 30 acquéreurs pour environ 400 lots d'antiques. Je vous en montre un court panel ici, mais je ne vais pas m'attarder longtemps. On y trouve les noms des marchands et experts comme Charles Armand Signol, Camille Roussel et Sigismond de Mannheim. Je reviendrai sur le cas Sigismond de Mannheim un peu plus tard. La famille des marchands Rollin, dont on ne saurait dire dans cette première moitié du XIXe siècle s'il s'agit du père Charles-Louis ou du fils Claude Camille, est adjudicataire donc, des 4e et 5e plus hauts achats de vases attiques, passé ensuite dans la collection du duc de Luynes, une amphore du peintre d'Achille, bien connue, représentant Euphorboss portant Oedipe enfant, et une nidrie à figure noire, découverte à Tuscania, figurant l'apothéose d'Héraclès et son combat contre le lion de Némée, signé Pamphaios Potier et attribué au peintre de Philétos. Quant aux collectionneurs, ils sont bien présents. On retrouve le baron William Hope, que Cécile vous a mentionné, acteur des deux plus hautes enchères de la vente, une amphore attique à figure rouge attribuée à Phintias, et une pelliquée attique attribuée au peintre de la naissance d'Athéna, aujourd'hui conservée au Louvre et au British Museum. Charles-Louis Fleury-Pancou, qui également est présent dans la vente, dont la plupart des vases sont de nos jours au musée de Boulogne-sur-Mer. James Alexandre de Pourtalès-Gorgier, qui acquiert entre autres objet un cantar attique signé Nicosthenes Potier,
et un cratère en cloche apulien attribué au peintre de l'Iliu Persis provenant d'Armento, et qui sont aujourd'hui donc conservés à Boston et à Londres. Sont aussi présents Charles-André Joseph Paravé, Hippolyte de Janzé, le baron Michel de Trétienne, Achille de Ville, dont les achats pour le musée des Antiquités de Rouen reflètent aussi sa passion pour les verres antiques, mais qui achète aussi des vases et des bronzes. Et enfin, Antoine Vivenel, le plus gros adjudicateur de la vente, qui achète 117 lots pour environ 8000 francs, dans le but d'enrichir les collections du musée des études qu'il va fonder 3 ans après, en 1843, dans sa ville natale de Compiègne. Je vous montre ici, pour notre présidence de séance, cette belle pelliquée apulienne à figure rouge attribuée au peintre de Darius, qui provient de la vente Durand. C'est d'ailleurs grâce à l'étude historique menée sur ces 2 collections, celle de Rouen et de Compiègne, notamment les études pour Rouen de Cécile Colonna, de Caroline Dorion-Perronnet et de Laurent Homesseur, que depuis quelques années seulement, et depuis 2015, donc nous connaissons l'identité réelle du vicomte Beugnot. Il s'agit de Gustave Adolphe Beugnot, diplomate dont on ne connaît pas de portrait, comme Fabien de Magnancourt. Diplomate connu pour avoir été secrétaire d'ambassade à Rome dans les années 1830. Je vous propose, dans le cadre de cette brève communication, de recomposer à partir d'un travail que j'ai mené en archives, la vie et le parcours diplomatique de Gustave Adolphe Beugnot, ainsi que son implication dans le monde de la recherche archéologique romaine, et notamment en lien avec l'Institut de correspondance archéologique. Et là, je remercie beaucoup Marie-Amélie Bernard qui m'a mis le pied à l'étrier en me donnant des informations cruciales. Enfin, de porter l'attention sur certains objets de la vente auxquels nous pouvons réattribuer un contexte archéologique. Gustave Adolphe Beugnot est né en 1799 à Bar-sur-Aube. Et il est décédé en mars 1861 à Versailles à l'âge de 62 ans, d'une mort assez subite, mais je n'ai pas encore retrouvé les conséquences de sa mort. Juste une mention d'une mort subite. Il est le fils du comte Jacques-Claude Beugnot, ministre de la police de Louis XVIII, et il a une sœur, Clémentine Curial, connue pour avoir été l'amante de Stendhal, et un frère aîné, pour les connaisseurs de Stendhal, c'est Monty, et un frère aîné avec qui il a pu être confondu, Auguste Arthur Beugnot, lui-même homme d'État, membre de l'Institut et historien. Un témoignage dans la biographie de son père dresse l'image d'un collectionneur zélé et bibliophile émérite. On retrouve encore cette importance des collections de bibliothèques, comme Flavien de Magnancourt, et très fier de sa collection, toujours aussi très attaché à son papa. L'extrait évoque une charmante maison près des jardins du Palais du Luxembourg, mais ne mentionne cependant que sa collection de livres et non d'antiquités. On ne connaît pas non plus d'écrit de la main de Gustave Adolphe Beugnot, et à vrai dire, peu de sources publiées nous permettent de retracer sa vie, son éducation et sa carrière. On sait par certains dictionnaires, et notamment par le Grand Armorial de France, qu'il était capitaine d'état-major de l'État français et secrétaire d'ambassade à Rome de 1828 à 1835. Toutefois, les archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et européennes conservent son dossier nominatif composé de 40 fiches. La lecture du dossier Beugnot m'a permis de retracer son parcours diplomatique sous la Restauration et la monarchie de Juillet au sein de différentes ambassades, de Hanovre à Rome. Brièvement, il entre dans la garde royale en 1814, à l'âge de 15 ans, dans le régiment des chevaux légers, probablement de Westphalie, où son père officier, et en 1815 dans les grenadiers à cheval. Ensuite, on sait qu'à l'âge de la vingtaine, en mai 1821, il devient, avec l'appui de son père, attaché aux archives de la légation à Francfort, sous la direction du comte de Reinhardt, en tant que lieutenant au corps royal d'état-major. Il devient ensuite, en juin 1825, troisième secrétaire d'ambassade de l'ambassade de Hanovre, sous la tutelle du comte Roger de Caux, qui évoque un collaborateur utile dont il se plaît à reconnaître le zèle et la capacité. 6 mois plus tard, en décembre 1825,
il est nommé 3e secrétaire de l'ambassade du roi à Constantinople. Et c'est ici, je pense, qu'il commence probablement à acquérir le goût pour les antiquités. Et ce séjour à Constantinople, il nous est confirmé par les lettres sur, donc une source indirecte, les lettres sur l'Orient écrites pendant les années 1827 et 1828 du baron Marie-Théodore Renoir de Bussière, lui-même secrétaire d'ambassade, qui raconte comment il a été accueilli par Beugnot, qui lui fait visiter le Bosphore et la ville. En juillet 1828, une lettre de Beugnot père fait la demande en son nom d'une affiliation à Naples, sous la direction du duc de Blacas. Cette affiliation lui est refusée par manque de place disponible. Un mois plus tard, une autre lettre nous apprend que Beugnot est sur le point de partir pour Corfou, ce qui nous confirme ainsi un séjour en Grèce, mentionné par Jean de Witt dans l'avertissement de son catalogue, et supputé par certaines provenances. Enfin, Gustave Adolphe, alors capitaine d'état-major, est nommé en septembre 1829 comme 2e secrétaire d'ambassade à Rome, fonction qu'il occupe jusqu'en 1834. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il a ce parcours très particulier d'un collectionneur et diplomate qui va passer par la Turquie, la Grèce, pour ensuite aller en Italie. Et ça va avoir des conséquences ensuite sur son importance dans la vie archéologique romaine de l'époque. Durant ces 5 années romaines, il rencontra très probablement Stendhal, l'amant de sa sœur, qui était en poste à partir de 1831 à Civitavecchia près de Rome en tant que consul de France dans l'état pontifical. Stendhal lui-même est lié à l'archéologie locale, le port de Civitavecchia étant une plateforme de redistribution du marché des antiquités italiennes, notamment des découvertes des nécropoles de Tarquinia, Corneto. Ses autobiographies, par ailleurs, le journal et la vie d'Henri Brulard, nous apprennent qu'il n'appréciait guère Beugnot. Il le surnommait Mélodrame et fustigeait, je cite, son gros esprit de commis voyageur. Dans son manuscrit de Lucien Leven, une note manuscrite de la main de Stendhal, évoque ainsi Beugnot comme la source d'inspiration d'un de ses personnages, grand bourgeois, monsieur de Ricbourg. Je cite, « Modèle, mélodrame, effet de la noblesse sur un parvenu, malheur et folie d'un bourgeois qui se vend aux nobles, comme feu Cicéron. La noblesse est, dit-on, ce qui a fait épouser une femme de 45 ans à un mélodrame, utilité de tous les avantages. » Malgré ce portrait au vitriol tracé par Stendhal, il semble que Gustave Adolphe a joué un rôle important dans le milieu archéologique romain. On le retrouve énormément mentionné dans les publications de l'Institut de correspondance archéologique, dont il est désigné membre honoraire le 21 avril 1831, au même moment que Jules Michelet. Il y met alors à disposition pour étude, comme le marquis de Northampton, sa collection dans le cadre du débat vif à l'époque sur l'origine de production des vases découverts dans les fouilles de Vulci. Une lettre d'Edward Gerhardt à Panofka à propos de son Rapporto Volcente, publié en novembre 1831, indique que la collection Beugnot, accessible à l'étude, comporte déjà nombre de vases qui proviennent des premières fouilles du site de Vulci. Le bulletino du mois suivant évoque au cœur même de ce débat della somiglianza dei Greco col l'Etrusco l'intervention de Beugnot sur les vases de sa collection. Je cite « perfettamente somiglievoli ai Volcenti », achetés par lui en Grèce, sur l'île d'Égine, alors qu'il était encore secrétaire d'ambassade à Constantinople. Beugnot montre aussi à l'Assemblée divers vases de son cabinet, dont une amphore dionysiaque figurant un quadrige, des figures athlétiques et Héraclès en lutte contre le lion de Némée, c'est ce que nous donne la description, acquises en 1828 toujours à Égine, afin que l'assistance puisse s'accorder de la perfetta somiglianza di questo monumento con quei di simil forma di provenienza volcente. J'ai essayé de retrouver ce vase qui est acheté à la vente Beugnot par le marquis de la Marche, et on a une piste avec l'équipe, peut-être vers Dijon, parce que la collection de la Marche serait arrivée à Dijon. Au cœur de ce même débat sur l'origine des vases de Vulci, étrusco-grec, 2 cratères en calice à figure rouge de la collection Beugnot, trouvés à Vulci en 1833 et dotés d'inscriptions en étrusque, sont présentés par von Bunsen dans les annales de l'Institut de 1834 comme des monuments de première importance.
Faisant suite à la demande de Gerhardt de se positionner sur cette question débattue, Bunsen propose une solution assez radicale grâce au vase Beugnot. Ce serait la langue des inscriptions qui déterminerait la production des vases qui les portent. C'est en particulier leur inscription en étrusque, mais aussi leur style et leur iconographie, notamment les figures d'Ajax, Penthésilée et Actéon, vues comme grecques, mais surtout celles de Charon, le démon étrusque de l'au-delà reconnaissable par son maillet, qui permettent de les attribuer à une production locale en s'appuyant donc pour von Bunsen sur les analogies stylistiques et iconographiques avec les peintures murales de Tarquinia qui sont alors connues, notamment les tombes de la nécropole Monterozzi, la Grotta Marti et la Grotta Stackelberg, plus connues sous les noms de tombes du triclinium et tombes des Biges, et la Grotta Kerchiola. Ces deux cratères, passés par la vente de 1840, sont aujourd'hui conservés à la Bibliothèque nationale de France et au British Museum. Le premier a notamment été présenté dans la récente exposition Les Étrusques en toutes lettres, organisée à Latte et à Corton du Louvre, et il représente pour le premier le héros donc en étrusque Aïnas, Ajax, égorgeant un Troyen, peut-être Thersites, en présence de Charon, ainsi qu'une scène de Nekia figurant le même démon, entouré des ombres de 3 Amazones, dont 2 sont nommées par les inscriptions Intia Latarmurkas et Pentasila, en étrusque. Pour le second vase du British Museum, le suicide d'Ajax et la mort d'Actéon. D'autres mentions de Beugnot dans le bulletin de l'Institut confirment son rôle actif dans les débats du milieu archéologique romain. Et la présentation d'une terre cuite polychrome étrusque d'époque archaïque en forme de sirène, qui m'intéresse particulièrement, de nos jours au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France et dessinée dans le recueil illustré de Jean-Baptiste Muret, enrichit le discours des Modi Egiziani dans l'art étrusque, grâce à sa polychromie, tandis que sa collection de bronzes, de bijoux et de gemmes est aussi mentionnée à de nombreuses reprises afin d'évoquer la diversité des productions mises au jour. Beugnot est aussi considéré, à travers ses attestations, comme un acteur respecté de la vie intellectuelle de l'époque, et ce statut se voit réaffirmé par une lettre de Raoul Rochette qui nous apprend que Beugnot assiste en 1832 à l'exceptionnelle découverte sous-marine de l'Apollo de Piombino près de Populonia. J'ai été assez impressionné par cette découverte, car la découverte du bronze et son attribution stylistique faisaient débat, mais Raoul Rochette précise, à juste titre, maintenant que l'Apollon de Piombino, grâce aux nouvelles études menées notamment par Madame Descamps au Louvre, est perçu comme une œuvre rhodienne archaïsante de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, que cette assurance donnée par un témoin oculaire, aussi digne de confiance que M. le baron Beugnot, dissipe toute incertitude sur la provenance de cette statue, sans qu'il en résulte aucun motif de doute sur son originalité comme monument de l'art grec. Ce sont aussi durant ces années romaines que Beugnot constitue une partie de sa collection d'antiquités. On sait, grâce au catalogue de vente de 1840, qu'il assiste à certaines découvertes des objets de sa collection. Une mention a attiré mon attention dans le catalogue, un candélabre en bronze est dit avoir été trouvé le 27 février 1833 à Vulci, dans une tombe ouverte sous les yeux de M. le vicomte Beugnot. Cette provenance et le rôle attribué aux collectionneurs dans cette découverte sont confirmés par le même Désiré Raoul Rochette en 1838, qui, dans son 3e mémoire sur les antiquités chrétiennes des catacombes, évoque la présence de Beugnot lors des fouilles de Vulci, dans laquelle fut trouvé un casque orné de décorations rapportées en argent sur la visière, avec un groupe exécuté en bas-relief. Raoul Rochette précise en note que le casque en question fait partie du cabinet du duc de Luynes et renvoie pour le contexte de la tombe à la description précise donnée par Domenico Campanari dans une lettre qui a été retranscrite au bulletin archéologique de 1935, en réalité datée de 1833, l'année de la découverte, qui décrit la découverte, donc le corps reposé sur le sol même du sépulcre, avec ce casque sur la tête, un bel anneau d'or au 4e droit de la main gauche, donc une description très précise, un amas de lances, d'épées et de javelots, tous brisés à ses pieds, et un bouclier de métal doublé de bois suspendu par un clou au mur de la chambre sépulcrale. À la suite de Marina Martelli, Armando Cherici, en 1994 dans les Studi Etruschi, a retracé le parcours de certains objets de cette tombe
qu'il a localisé à Vulci, dans la nécropole de l'Osteria, trouvée par Vincenzo Campanari en 1832 dans la zone de Camposcala, dans le tumulus dénommé à l'époque Poggio dei Guerrieri, et dont la déposition daterait probablement, en fonction des objets identifiés, du premier quart du 5e siècle, mais dont le mobilier a été dispersé. Je vous le montre rapidement. Le casque, qui est une des pièces en bronze majeures de la collection de la Bibliothèque nationale de France, une production vulcienne représentant sur le frontal la lutte d'Héraclès et d'Apollon pour la biche de Sérigny. Un trépied au musée du Vatican, vendu par les frères Campanari au gouvernement pontifical, et une grande amphore en bronze au British Museum, décorée de poignées en forme de figures humaines ayant appartenu au comte de Pourtalès. Et enfin, un anneau en or décoré de têtes de satyre ou d'achéloos, porté par le défunt à l'annulaire de la main gauche, donc selon la description, qui est conservé au Metropolitan Museum of Art. Et ce dernier bijou a été réuni au fil de son parcours en un seul lot avec une autre parure de la fin du 6e siècle, début 5e siècle, trouvée dans la tombe juste adjacente à la tombe Beugnot, si on pourrait la renommer ainsi, et qui a appartenu à Beugnot, semble-t-il, avant d'entrer dans la collection, qui est importante pour l'époque, mais dont on ne sait presque rien. On s'est posé beaucoup de questions avec Isabelle et Cécile à ce sujet, du comte Rougemont de Lovenberg. L'enquête ne s'arrête pas là, car Edward Gerhardt, dans une lettre de mars 1833, et également l'archéologue Orioli, l'archéologue de Viterbe, dans un article du Journal des Savants, du Journal des Artistes en 1833, confirme le rôle de Beugnot dans cette découverte. Il aurait lui-même financé les fouilles restées pendant 15 jours infructueuses. Et d'ailleurs, cette demande de fouilles est confirmée par une lettre de Beugnot à Gerhardt qui m'a été récemment communiquée, je remercie, par Marie-Amélie Bernard. Ils sont précisément mentionnés tous les objets de la tombe, dont les 2 cratères à figure rouge que je vous ai montrés aux inscriptions étrusques qui firent tant parler les membres de l'Institut. Donc on arrive maintenant à recomposer tout le mobilier funéraire, quasiment. Enfin, le même article de 1833 du Journal des Artistes mentionne une autre entreprise archéologique de Beugnot, cette fois-ci près de Tarquinia. Beugnot aurait fait réouvrir à ses frais 3 grottes trouvées par le chevalier Marzi, il est dit. Mais en réalité, Orioli a mélangé Manzi et Marzi. Il donne pour chacune une description très précise. Il est possible, je ne vous la donne pas par manque de temps, mais il est possible de les identifier, je les ai longtemps lus, et je les ai identifiés comme les hypogiées découvertes dans les fouilles du Cavaliere Manzi, et non pas Marzi, dans la nécropole de Monterozzi à Tarquinia, dans la propriété des frères Marzi à Corneto. Orioli mélange Manzi et Marzi. Il s'agit de la tombe du mort pour la première, de la tombe avec pilastres et figures de femmes pour la deuxième, et pour la dernière, de la célèbre tombe du Typhon. Et c'est après cette découverte, donc juste après, en 1833, les tombes ont été dessinées dans les monumenti inediti de l'Institut de correspondance archéologique. Et je vous en montre ici les dessins. Enfin, ici c'était les descriptions. Enfin, il faut supposer que Beugnot connaît fort bien, durant son séjour en Italie, le marché des antiques de la région de Pérouse et de Viterbe. Il a acheté de nombreuses antiquités provenant des sites de Chiusi et de Bomarzo, dont les fouilles à grande échelle et à but commercial sont menées à peu près au même moment que les fouilles de Lucien Bonaparte à Vulci. À la vente de la collection Beugnot de 1840, le marchand de curiosités Sigismond Mannheim, parisien, achète un miroir hellénistique de la fin du IVe siècle qui représente la réconciliation d'Apollon et Héraclès en présence de 3 déesses, qui a pu être confondu avec un jugement de Paris, trouvé en 1820 aux environs de Viterbe. Nos recherches nous ont permis de l'identifier comme un achat de Beugnot au marchand romain Ignazio Vescovalli, publié d'ailleurs par Giuseppe Micali
dans les planches de son célèbre ouvrage Storia degli antichi popoli italiani et de retrouver sa trace au musée du Louvre. D'autres œuvres de Chiusi et Bomarzo sont identifiées dans la collection compiègnoise du musée Antoine Vivenel. On y retrouve notamment un couvercle de canope, d'urne canope archaïque de Chiusi, rare pour l'époque et dont je suppose qu'il a été retrouvé sur place, et deux bronzes provenant du site de Bomarzo, un balsamaire plastique en bronze de production clusienne, daté du IIIe siècle, en forme de tête féminine, ainsi qu'un brûle-parfum de Vulci, de production vulcienne, daté vers le IVe siècle, et dont le fût plastique est décoré d'une figure féminine, peut-être une Lasa, mais c'est un objet recomposé, un assemblage d'antiques, comme il y en a aussi d'autres au musée Vivenel. D'ailleurs, le candélabre satyre que je ne vous ai pas montré ici, qui passe aussi par la vente Canino et par la vente Beugnot, qui est recomposé par Beugnot pour le vendre plus cher. Mais je ne me suis pas intéressé pour cette communication à ce sujet-là. Même si certaines œuvres ont pu être identifiées, d'autres ne sont connues que par des écrits ou des dessins. Par exemple, une pelliquée à figure rouge figurant le combat du guerrier grec Déinomakos contre l'Amazone à cheval Eumaché est mentionnée dans le Bollettino de 1830 et par Luigi Vittori en 1846 comme provenant de Bomarzo, mais nous perdons sa trace à la vente de 1840 malgré son iconographie assez particulière. Et avec Marie-Amélie, on a beaucoup cherché cette pelliquée, sans la trouver pour l'instant. Aussi, une anse de vase en bronze, décorée de la figure d'Héraclès brandissant sa massue et reposant sur une tête d'Achéloos, peut-être une production vulcienne, peut-être du milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, proviendrait de Chiusi. Et cet objet, mentionné dans le Bollettino de 1831 et acheté par le baron Hope, William Hope, à la vente de 1840, mais qui n'est pas encore identifié, a été reproduit sur une planche du Museo Etrusco-Chiusino. Des objets donc pour l'instant perdus, mais que nous pouvons faire ressortir de leur oubli. Enfin, je souhaitais finir ma communication d'aujourd'hui sur un objet à la provenance énigmatique, passé par la vente Beugnot, où il a été acheté par ce même collectionneur compiègnois, Antoine Vivenel. Il s'agit de la partie centrale d'une production en bronze typique de la cité de Tarquinia, de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, qu'on appelle les lacunari, qui prend la forme d'une tête de bélier, mais qui peut aussi prendre la forme de tête d'Achéloos, de lion. Et selon le catalogue de la vente Beugnot, elle proviendrait du site de Rouvo di Puglia. Alors il m'a semblé important de le montrer au vu du grand colloque sur Rouvo qui s'est tenu en novembre dernier. Cette provenance, à première vue douteuse, le site de Rouvo étant devenu une étiquette, comme Nola, dans le marché napolitain des antiques notamment, pourrait hypothétiquement s'expliquer par la présence de nombreuses découvertes de production de taurotique et d'orfèvrerie étrusque de la fin de l'archaïsme, de cette période très particulière, sur le site peucétien, recensé notamment par De Giulis ou Andrea Celestino Montanaro dans divers ouvrages. Cette hypothèse pourrait aussi être étayée par la présence dans le catalogue de la collection du comte de Pourtalès-Gorgier, dressé par Léon Jean-Joseph Dubois en 1841, mais complété et publié en 1865 pour la vente aux enchères, de 3 autres protomées de lacunari, aujourd'hui disparus, et que Neguin avait mentionné dans une conférence de novembre, l'une en forme de tête d'Achéloos, les 2 autres en forme de tête de bélier, visiblement similaires à l'objet de Compiègne, et provenant d'un seul et même contexte, de Rouvo. Et d'ailleurs, on note que le nom du site, dans le catalogue Beugnot et Pourtalès, est orthographié Rouvo avec un O. Voilà, c'est une... et bien que l'absence de sources archivistiques claires incite à la prudence, j'ose poser la question, ne serait-il pas possible d'imaginer à Rouvo, dans les années 1830-1840, la découverte d'une tombe de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ contenant un riche mobilier funéraire importé de l'Étrurie
et peut-être un lit funéraire dont ces rares objets, les lacunaries, constitueraient un témoignage. C'est une des hypothèses de reconstruction de l'utilisation de ces lacunaries. Il faut imaginer cette protomée animale autour d'une sorte de bouclier, on les appelle les boucliers de Tarquinia, qui pouvaient être, on a des hypothèses, soit ils étaient mis sur les portes des tombes, soit ils constituaient des éléments décoratifs de lits funéraires. Et après sa découverte à Rouvreau, hypothétique, le lot aurait été ensuite séparé dans le marché des antiquités, napolitain ou romain. Cette relation étroite entre les collections Beugnot et Pourtalès, qui se constitue dans ces années 1830-1840, est d'ailleurs confirmée par un autre bronze étrusque de la vente Beugnot, originaire de Chiusi, un pied de cyste ou de trépied archaïque en forme de gorgone, qui est ensuite acheté par le comte de Pourtalès afin de réunir un lot dispersé, puisqu'il en possédait déjà l'exact pendant dans sa propre collection, avant la vente de 40. Nous n'en connaissons, pour ces deux premiers objets, donc Pourtalès et Beugnot, nous n'en connaissons que le dessin dans le recueil illustré d'antiques de Jean-Baptiste Muret du cabinet des médailles. Mais j'ai pu retrouver le troisième pied de l'objet originel, donc, qui était vraisemblablement circulaire, c'était une cyste, conservé à l'Antikensammlung de Berlin. À partir de ce travail en archives, je me suis amusé, à la fois par le programme sur les ventes aux enchères d'antiques, mais aussi par la recherche des occurrences dans les écrits de l'époque qui nous sont parvenus, il est possible de redécouvrir sous un jour nouveau l'importante collection d'antiques du vicomte, baron puis vicomte Gustave Adolphe Beugnot, sa constitution et sa dispersion, mais aussi l'apport considérable, mais totalement oublié, de ce collectionneur au milieu savant des années 1830-1850, qui est une véritable période de bouilloire intellectuelle, pour reprendre un terme utilisé par Alain Schnabel. On peut donc, à partir de ce genre d'études complètes sur une collection du XIXe siècle, appréhender d'une manière tangible la réalité du marché des antiques et de ses pratiques et approfondir nos connaissances sur la constitution du savoir antiquaire et des collections de nos musées actuels. Je vous remercie. Merci beaucoup Christian de nous avoir montré, à partir de ce personnage, effectivement, dont on aurait pu se contenter de la description dans Stendhal, mais ça aurait été dommage, montrer tous les instruments qu'on met en jeu finalement pour étudier une collection, un personnage, et ce que ça peut apporter aussi à la reconstruction des parcours d'objets, qui est évidemment fondamental dans le cadre du programme. Je pense qu'on a le temps pour un petit peu de discussion avant la pause. Donc on va peut-être prendre les intervenants dans l'ordre. Donc première contribution, celle de Louise Detré sur la vente du cabinet Durand de 1836. Qui souhaite intervenir ou poser une question sur cette communication ? Il n'y a pas de remarques, il n'y a pas d'ajout. Bon, alors on va passer. C'était tellement parfait, tellement rigoureux. On va passer à la présentation donc, de Cécile Connas sur le personnage de Magnoncourt et sur sa vente. Questions, remarques ? Oui ? Alessia, c'est bon ?
fait, sa collection archéologique, vraisemblablement, il l'a appréciée un temps, mais voilà, il s'en est défait finalement assez vite. Et auprès de ses interlocuteurs, en fait, quand on mentionne Flavien de Magnoncourt, on le mentionne assez peu. Sa collection archéologique, on dit qu'il a rapporté des souvenirs d'Italie, etc. Oui, oui, il peut y avoir des multiples raisons pour les choix de vendre à telle ou telle période. Le fait que Magnoncourt quand même vend toutes ses collections de manière anonyme, ce qui est quand même un peu particulier. Donc, et par exemple, son ami Charles Vess, il n'en parle pas du tout de ses ventes. Et c'est 1 an après la vente archéologique qu'il dit il s'est défait de ces vases à perte. Donc on sent quand même qu'il y a une sorte de je sais pas il ne s'affiche pas, disons qu'il ne s'affiche pas comme un collectionneur d'antiques. Après. Oui. Oui. En fait, Lomperrier fait un catalogue des monnaies de Magnoncourt, mais en 1938, si ma mémoire est bonne. Et je n'ai pas retrouvé de catalogue de vente des monnaies. Et en fait, on s'est juste annoncé, et dans le petit fascicule des 18 vases, c'est noté que ça sera vendu après les monnaies. Donc j'imagine qu'il utilise le catalogue précédent. Mais j'ai trouvé très très peu de choses sur cette vente. Mais effectivement, il faudrait creuser. Qui culmine vraiment très, très haut au-dessus des autres. Étant donné qu'il... est-ce que les seules inscriptions, je crois qu'il y a Thésée et Aïtra, mais il n'est pas signé, il est simplement attribué. Est-ce qu'il était possible que de vite, ou certains amateurs puissent avoir une idée qu'il s'agissait du même peintre que l'Amphore de Crésus, qui avait été quand même une des grandes vedettes de la vente du rang? Parce que je me souviens que dans la thèse de Sabine Jaubert, sur les Lenormands, par exemple, elle montre quand même comment dans l'élite, effectivement, Lenormand et De Witt ont fait des groupements stylistiques, même sans en parler, mais il y a quand même il y a un phasage et il y a des regroupements qui sont par moments, effectivement, je crois qu'elle avait donné un exemple sur quelques petites amphores de Nola par le peintre de Carmidès, montrant qu'elles avaient été groupées par style. Et c'est vrai que le style a une évidence, même quand il n'y a pas de formalisation en termes de taxonomie exprimée, etc. Le style peut avoir effectivement une évidence. Donc, est-ce qu'on a, je pense que non, mais est-ce qu'on a ne serait-ce qu'une allusion, un témoignage au fait qu'il y avait une ressemblance avec l'amphore de Mison, qui pourrait expliquer aussi la valeur énorme qui a été, le prix très haut qui a été...
Alors, pas dans le catalogue de vente, mais dans l'introduction de Witt, il pointe ce vase, il dit c'est le plus beau vase de la vente. Donc déjà, il instaure cet ordre, il en cite ensuite quelques-uns. Mais par contre, dans la publication, c'est Panofka qui le publie donc dans les Annales. Et là, il fait effectivement le lien avec l'amphore de Crésus. Donc je pense effectivement que c'est un style et qui est perçu, qui est très valorisé, en tout cas à l'époque. Ah oui, oui, oui. Autre intervention sur Magnancourt? Non. Et sur alors la présentation de Christian Mazet sur Beugnot et sa collection? Oui, Violaine, jamais? Les terres cuites que j'ai identifiées, notamment donc, grâce au monument antique dessiné de Jean-Baptiste Muret et aussi à l'étude dans les réserves du musée Antoine Vinel de Compiègne, ce sont soit des terres cuites étrusques, soit des, soit des terres cuites qui proviendraient, je pense, alors je ne les ai pas montrées, d'Égine. J'ai évoqué Égine, mais vu que Beugnot passe par Égine, et il y a aussi une autre. En fait, il y a ces. Je l'ai mis. Je m'attendais un peu en fait à cette question. Et j'en ai mis un exemple à la fin. Tout ce que je ne vous ai pas montré. Voilà. Donc, j'ai identifié cette terre cuite au musée Antoine Vivenel, qui est cette classe très particulière des reliefs dits de Milo, qui ont été pendant longtemps attribués à l'île de Mélos, mais parce que Milo, puis on connaît ça aussi dans les collections rhodiennes, était le marché des antiques à l'époque, à un moment, mais qui serait une production d'Attique et qu'on retrouve beaucoup à Égine. Et j'ai retrouvé la trace d'une mention dans les annales d'une terre cuite du même type qui est publiée par dans un bulletin de correspondance hellénique, je crois, qui aurait été acheté par le vicomte Beugnot à Égine et qui serait ensuite allé dans la collection du marquis de la Passe et qui ensuite serait perdu. Mais c'est aussi un relief de Milo. Ok. Donc je pense que c'est terre cuite pour la deuxième moitié, le deuxième quart du 19e siècle. Soit elles viennent de contextes étrusques, Vulcic, Zi, soit de contexte attique. Mais en effet, le grand essor de la terre cuite dans les catalogues de vente, c'est la deuxième moitié. Non, non. Louise, tu veux bien venir dans tes...
D'autres remarques? Sinon, oui, Delphine Purlot. Vu que je m'attendais aussi à cette question. Donc, je vous ai montré le candélabre avec une laza. On sait que dans la vente Beugnot, il y avait plusieurs antiques qui avaient été recomposées, des assemblages d'antiques. On le sait donc grâce à l'étude de la collection d'Antoine Vivenel, où sur certains objets, notamment des vases en bouqueiro et des candélabres, notamment le candélabre satire que je vous montre ici, ils ont été remaniés, réassemblés, notamment avec des éléments modernes. Donc, en fait, là, Beugnot achète le fût du candélabre avec le satire à la vente Canino de 1837, donc qui avait été dessiné par Micali. Et pour la vente de 1840, il va lui affubler un marbre jaune de Sienne du 19e siècle et 3 pieds de ciste prénestine dont j'ai retrouvé maintenant, alors, pour la publication du catalogue de la collection étrusque et italique, je ne les avais pas identifiés, mais j'en ai retrouvé la trace dans les annales désormais. Et donc, il a cette pratique antiquaire de l'époque, en effet, de les recomposer pour revendre en effet l'objet plus cher. D'ailleurs, c'est un des je crois qu'il est acheté environ 1000 francs, ce candélabre. C'est énorme pour un candélabre, pour un bronze. Et il y a d'autres objets de la collection de Vivenel qui sont recomposés, notamment, c'est plus rare de voir ces objets-là, du bouqueiro nero avec une anse de Chiatos et un calice estampé. Donc on a deux productions, une production de Vulci peut-être pour l'anse et une production d'Orvieto. Donc ça nous montre aussi ces pratiques, alors, je pense, du marché romain en fait, alors après quel restaurateur, marchand, antiquaire, moi je ne suis pas spécialiste de cette question-là, mais peut-être pour cette période-là, Marie-Amélie Bernard en saura sûrement un peu plus. Et aussi, il y a ce faux qui vient de la collection Beugnot. Je pense que c'est un faux, mais c'est une sorte de dolpé moderne étrusco-corinthienne, mais qui reprend un décor estampé, comme on peut retrouver par exemple sur les braseros, sur le brasero percuite, mais sur une forme dolpé corinthienne. Donc des pures inventions, des faux, voilà. Bon, on a cette catégorisation de l'assemblage au faux. Donc c'était une pratique qui existait. Oui. Bon, je vais juste ajouter quelque chose parce qu'en fait, ça m'y fait penser en fait l'ensemble de vos présentations, surtout celle de Cécile où cet aspect était plus vraiment entré là-dedans. C'est des pratiques de salle des ventes en fait, comme le fait de retenir un objet, celui de le faire acheter par un prête-nom, des choses qui ressortent après avoir été achetées. Enfin, je ne parlerai pas d'un des plus fameux cratères du Louvre qui a été acheté par Tiskiewicz comme prête-nom pour je dirais pas blanchir, mais pour faciliter le passage. Je me rappelle qu'au début du programme, Néguine Mathieu avait été en contact avec les salles des ventes, c'était essentiellement pour leur documentation et leurs archives. Je me demandais si on ne pourrait pas faire un petit... travailler un peu avec des commissaires-priseurs ou avec des... parce que je pense que les pratiques, c'est le genre de profession où les pratiques évoluent peu. Et donc, pour mieux analyser justement, faire lire des phénomènes comme cela, voilà, à quelqu'un qui soit un habitué de salle de vente, un clerc, je sais pas, ou un commissaire-priseur, pour lui faire dire un petit peu de quoi, ou des gens qui travaillent sur la sociologie des ventes, pour leur faire dire un peu ce que ça leur évoque, parce que je pense que ce sont véritablement, effectivement, des phénomènes qui continuent aujourd'hui, qui ont une explication tout à fait technique. Voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions, alors, oui. Je réagis face. Oui, je le connais.
Je le connais, avec une Athéna dans un Ice Coast, qui est très mal fichu. Je pense que c'est un vase du Pain des Fort. En tout cas, il est quelque part dans une publication. Donc, je me demandais si Alexandra Attia, qui je crois est dans la salle, ne le connaissait pas non plus, puisque il est tardo-lucanien. Mais il est identifiable, voilà. Donc ça, on pourra, grâce à ça, le rattacher. Donc pause café jusqu'à 11h30.